La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Place aux voix de l'économie. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin est membre du Cercle des économistes, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Et spécialiste des matières premières, effectivement. Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Donald Trump annonce que les grandes majors américaines vont prendre le contrôle de la production pétrolière au Venezuela après la capture du président autocrate Nicolás Maduro par les Américains. En pratique, est-ce que c'est vraiment aussi simple ? Alors on est début 2026, on a beaucoup appris en 2025 sur la manière de décrypter les annonces, en particulier économiques, du président américain. Donc oui, il est assez tentant lorsqu'on est les États-Unis, le grand voisin puissant, de tenter de mettre la main sur les premières réserves de pétrole du monde. Sachant que le Venezuela donc est à les premières réserves, mais est le 20e producteur. Donc on voit bien que là, il y a une étrangeté. Une fois qu'on a dit ça, il va se passer beaucoup de temps avant qu'il y ait des investissements américains, ce qui supposerait que, d'une part, que la situation soit stabilisée, qu'il y ait un cadre à la fois légal mais également fiscal qui permette d'attirer ces investissements. Et au bas mot, il faudrait investir 100 milliards de dollars localement. Mais est-ce que les majors américaines sont prêtes à investir autant d'argent avec un baril à $60 ? Est-ce que c'est rentable ? Oui, on peut tout à fait en douter. En tout cas, que tout cela ait des effets à court terme. Ce dont on parle pourrait produire des effets dans 5 ou 10 ans, pas auparavant de toute évidence. On est au moment où nous parlons sur un marché qui est plutôt surproducteur. L'offre mondiale de pétrole a augmenté plus sensiblement que la demande. D'ailleurs, la demande mondiale est plutôt compressée par la situation économique, notamment sur les tarifs douaniers. Donc, à nouveau, on retrouve Trump cette fois du côté de la demande de pétrole. Et donc, il me semble que les conditions sont très loin d'être réunies pour qu'il y ait à nouveau des investissements américains au Venezuela et que tout ça puisse contribuer à rendre à la fois l'Amérique et le Venezuela plus grands. Ouais. Le marché pétrolier actuellement est excédentaire. Est-ce qu'il y aurait de la place pour davantage de pétrole du Venezuela, qui n'a pas tout à fait la même qualité que les autres ? Non, de fait, à court terme, non. Le pétrole, au moment où nous parlons, est aux alentours de $60 le baril, vous l'avez dit. Les perspectives à court terme pour les 2 prochaines années sont plutôt même en dessous. On va d'ailleurs en bénéficier un peu à la pompe. Et donc, de fait, on n'a pas là des signaux qui sont de nature à attirer massivement les investissements au Venezuela. Cela d'autant qu'on a un historique qui est très compliqué, notamment de nationalisation et selon la perception américaine de privation des droits américains qui avaient été acquis sur des ressources et des investissements. Donc tout ça, à nouveau, ne crée pas des conditions de telle manière à ce que le risque pays vénézuélien, qui au moment où nous parlons est au plus haut, décroisse et soit de nature, encore une fois, à permettre de massivement d'investir de telle manière à moderniser un appareil de production qui évidemment est très vétuste. Quelle réaction attendre de la part des autres grands pays producteurs, notamment ceux de l'OPEP ? Alors on a une sorte de contre-OPEP qui est en train de se constituer avec les États-Unis, qui est le premier producteur mondial, qui a des ressources qui sont pas infinies, le Venezuela éventuellement, et puis on a tout cet espace nord-américain avec par ailleurs le Mexique et les États-Unis et le Canada. Et puis par ailleurs il y a l'OPEP+. Donc l'OPEP+, c'est notamment l'Arabie Saoudite et puis par ailleurs la Russie, une vingtaine d'alliés. Et depuis le retour de Trump au pouvoir, on a une sorte de course aux parts de marché qui est lancée. L'OPEP a eu plutôt tendance à augmenter sa production, et ce qui a contribué d'ailleurs à faire baisser le prix sensiblement en dessous de ce qu'étaient les cours en 2024. Et donc dans ce contexte, qui est un contexte dans lequel il y a de bonnes raisons d'imaginer que le prix du baril puisse rester très bas, on a cette course pour la part de marché. Par ailleurs, le signal qui a été envoyé et qui lui est très clair à court terme par les États-Unis, il est de rappeler que cette partie du monde est chasse gardée des États-Unis de telle manière à éloigner la Chine, à éloigner également la Russie qui a noué des partenariats avec le Venezuela ainsi que l'Iran par ailleurs. Donc il y a un grand jeu qui est assez complexe, mais qui de fait à court terme ne conduira pas à extraire plus de barils de pétrole du Venezuela. Mais justement, quel est le message à la fois stratégique et politique des États-Unis qui est envoyé aux 2, 3 autres grands blocs, l'Europe et la Chine notamment ?
Je pense que le message, très prosaïquement, il est de dire c'est chez nous. Premièrement. Par ailleurs, si on entre un peu dans la psyché de Trump, c'est toujours assez compliqué, c'est de dire, bon, c'est possible, donc je vais le faire. Il me semble que très prosaïquement, ça peut s'interpréter de cette manière. Est-ce que tout ça, et moi je suis prof d'économie, est susceptible d'avoir des conséquences économiques à court terme ou à moyen terme et de permettre de faire des deals selon le vocabulaire trumpien? J'ai déjà dit ce que j'en pensais, j'ai plus que des doutes sur ce point. Donc il y a, disons, une option qui a été prise sur le long terme, mais au moment où nous parlons, me semble-t-il, le pouvoir n'a pas basculé et on est très très loin de réunir des conditions pour attirer les investissements massifs. Il y a un message de domination énergétique fossile très clair de la part des Américains. Est-ce que ça ne devrait pas, selon vous, donner des sueurs froides aux dirigeants européens qui sont en train de tomber entre les mains des Américains? Aujourd'hui, même le gaz est importé massivement des États-Unis. Oui, c'est le sous-texte extrêmement important à mes yeux. Ayons à l'esprit que Donald Trump, début mars 2025, a mis sur pied un comité de la domination énergétique. C'est pas une interprétation de ma part, c'est le terme littéralement de ce comité. Donc il y a le mérite d'être clair, d'envoyer un message au monde qu'il est non moins, et notamment pour nous Européens qui sommes très dépendants du gaz américain. On a le sentiment que la volonté de Trump, c'est de faire arriver massivement ce gaz vers l'Europe. De fait, c'est le cas. Mais ce gaz, dans différentes circonstances, pourrait s'interrompre. Et on a bien vu ce qu'il en est dès lors que l'énergie est un facteur de domination. Ça peut l'être économiquement, encore une fois, en vendant massivement des ressources nord-américaines. Ça peut l'être également pour nous tordre le bras dans différentes circonstances, par exemple dans le cadre de négociations économiques ou tarifaires par ailleurs. Le message est clair également, si certains pouvaient encore en douter sur le manque d'intérêt de Donald Trump pour la transition écologique, mais les énergies fossiles restent au centre du jeu. En tout cas pour les Américains. Ah, totalement. Non, on a une division du monde entre eux, avec le leadership d'un côté de la Chine et par ailleurs des Européens sur la décarbonation, et puis les Américains qui imaginent parvenir à prolonger très durablement le cycle du pétrole et du gaz. Ne nous trompons pas de camp. Nous sommes, nous Européens, extraordinairement dépendants et donc on n'a pas d'autre issue que d'avancer dans la direction du Green Deal et surtout de ne pas hésiter. Vous l'avez dit, il faut parfois prendre du recul pour comprendre la stratégie de Donald Trump et le décalage qu'il peut y avoir entre les annonces et les effets réels sur le terrain. C'est étrange de la part de Donald Trump de vouloir mettre la main sur les premières réserves prouvées du monde, celle du Venezuela. Si en pratique, il faudrait plusieurs années, plus de 10 ans pour en récolter les fruits. Alors, on sait qu'il est surtout intéressé par les résultats à court terme. Oui, c'est étrange si on a une lecture économique et industrielle, celle qu'on a eue jusqu'à maintenant. Ça l'est beaucoup moins si on considère cette fois un gain à court terme qui est un gain de communication dans une année qui va être décisive au plan électoral, c'est des mi-termes. Et donc, voilà, le gain de fait, il est déjà encaissé, me semble-t-il, s'il s'agit de communication. Charles ? Peut-on faire confiance au régime vénézuélien qui revendique avoir des réserves aussi importantes ? Alors ce point est assez peu débattu, mais de fait, imaginons même qu'il y ait une erreur de 50% sur ces réserves qui pourraient représenter 300 milliards de barils. De fait, ça resterait pour les États-Unis un voisin très tentant et assez attractif de ce point de vue, mais vous avez tout à fait raison de rappeler, c'est le cas pour pas mal de pays, qu'il peut y avoir un jeu de communication autour des réserves. Mais de fait, vous regardez la liste, première réserve mondiale, peut-être deuxième si on devait reprendre votre point, 20e producteur, il y a quand même une chose étrange. Merci Patrice Geoffron d'être venu ce matin dans Les Voix de l'économie. Et merci Stéphane, merci Patrice Geoffron. Les Voix de l'économie, c'est aussi à réécouter sur radioclassique.fr et sur l'application. Stéphane, vous revenez demain dès 6h pour la matinale Écho. Avant ça, ici nous parlions français, Karine Dijoux avec David Abiker. Il est 7h.